Donc, comme vous le savez peut-être déjà, le Musée des Beaux-Arts de Montréal est devenu le premier musée en importance au Québec. Et la particularité de ce musée, c'est qu'il expose une organisation et il a une situation bien particulière dans la ville. Le musée aujourd'hui est composé de 4 pavillons d'exposition. Donc, comme vous le savez aussi sûrement, dans quelques années d'un 5e. Il est aussi composé de la salle de concert Bourgie et des studios Art et Éducation Michel de la Chenelière. Donc c'est un cas a priori unique. Donc là, la visite va porter sur le thème de l'architecture des musées, justement. Juste pour faire un rapide point là-dessus, donc déjà le musée en tant qu'institution, il est né au XVIIIe siècle avec la réflexion qui a été menée par tous les philosophes des Lumières en Europe. Leur objectif, c'était de créer un lieu où on pourrait rassembler les collections dans le but de pouvoir les conserver et de les présenter au public. Et donc, parallèlement à cette réflexion, il y a aussi eu une autre réflexion qui a été menée sur les édifices qui seraient capables d'accueillir ce nouveau programme, parce qu'on n'avait pas de bâtiment capable d'accueillir ce programme-là. Donc, ce qu'on a fait à l'époque, donc un peu plus tardivement, même au XIXe siècle, on a utilisé l'architecture des édifices publics qui existaient jusqu'alors, c'est-à-dire les palais, les temples, tous les grands monuments publics européens, et on a utilisé ce modèle-là pour y placer les collections. En Europe, au XIXe siècle, on a créé à cette époque-là les premiers quartiers de musées qui étaient un peu comme des utopies. On a quelques exemples rares. Alors, par exemple, je peux vous faire passer une image. C'est celle de l'île des musées de Berlin. Donc c'est un projet qui a été conçu en quelques années et qui rassemble sur dans un territoire limité, donc là sur une île, un assemblage de musées qui ont tous été construits à la même époque. Donc par la suite, au XXe siècle, toutes les institutions muséales vont connaître un réel succès, comme on le sait, et toutes les grandes villes vont vouloir s'équiper de ces équipements. Et donc dans la dernière moitié du XXe siècle, on constate que tous ces équipements culturels vont commencer à se regrouper dans les villes pour créer de réels quartiers culturels. Donc là aussi, a priori dans toutes les grandes capitales du monde, on retrouve ce type de quartier culturel. À New York, on a le Museum Mile, enfin, je pourrais en citer beaucoup. Je vais vous faire passer juste un autre exemple qui est intéressant. C'est celui du quartier des musées de Vienne, peut-être que vous le connaissez, qui s'est installé en fait dans les anciennes écuries royales. Donc on y trouve maintenant un centre, un centre de danse, un centre d'architecture et tout un tas de musées comme ça. À Montréal, la grande particularité et la grande originalité, c'est qu'on trouve un musée, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui présente cette typologie à lui tout seul. Donc il crée ce quartier de musées qui est constitué de cet ensemble de pavillons. Et donc chacun de ces pavillons nous présente un type d'architecture, nous présente l'histoire de l'architecture à travers le XXe siècle et nous présente aussi le rôle qui a été joué par l'institution à chacune de ces époques. Parce que le rôle, bien entendu, dans la société du musée a évolué au cours du XXe siècle. Donc pour le Musée des Beaux-Arts de Montréal, son histoire va commencer en 1860, lorsque des amateurs d'art vont décider de se rassembler pour créer l'Art Association. Ils vont d'abord construire un premier édifice qui sera situé sur un des côtés du Square Phillips, donc à proximité de l'actuel quartier des spectacles. Les collections vont s'enrichir et on va, quelques années plus tard, se poser déjà la question d'un agrandissement de ce bâtiment. Finalement, on va décider d'acquérir en 1910 un terrain, le terrain de la maison Holton. Ce terrain était situé en fait le long de cette rue Sherbrooke. Et je vais vous inviter, on va traverser la route pour se rendre justement sur le terrain de cette ancienne maison Holton. Hop, pardon, si vous voulez bien me suivre. Très bien. Donc la maison Holton se trouvait en fait sur ce terrain ici. Elle avait été construite en 1856 et donc le musée avait décidé en 1910, l'Art Association avait décidé d'acquérir cette maison
Cette maison qui avait atteint en quelques années une valeur foncière qui était une des plus élevées au Canada, parce qu'elle se situait sur le fameux quartier du 1000 carrés dorés. Je suppose que ça parle à tout le monde. Donc on avait construit ce quartier avec toutes ces magnifiques résidences. Et à l'époque, on avait déjà, ce qu'on peut encore voir aujourd'hui, donc la façade du New Sherbrooke qui était déjà présente et l'église Erskine and American qui était déjà là aussi. Et donc en 1912, à partir de 1910, on a décidé de construire le pavillon qu'on appelle aujourd'hui le pavillon Michael et Renata Ornstein. La prononciation, ça va être un peu compliqué pour moi, alors vous me reprendrez. Et donc Michael et Renata Ornstein sont en fait des donateurs qui ont offert au musée une grande collection de maîtres anciens. Ils ont notamment aussi participé à la restauration du bâtiment en 2010, qui depuis porte leur nom. Aujourd'hui, le pavillon accueille les collections d'archéologie, de culture du monde, et à travers 100 années d'histoire, il accueillit quelques-unes des grandes expositions du musée, expositions temporaires, j'entends par là, qui ont participé un peu au mélange des arts et des disciplines. Il y a eu la première exposition qui a fait un peu parler d'elle, ça a été celle intitulée le musée imaginaire de Tintin en 1980, où on mêlait l'art de la bande dessinée aux autres arts. On a eu aussi l'exposition sur Léonard de Vinci, l'architecte, l'ingénieur, et un peu plus récemment, en 2006, vous devez vous en souvenir, l'exposition sur Catherine la Grande qui a attiré beaucoup de monde avec toutes les œuvres de l'Ermitage. Donc voilà un peu pour juste l'histoire, enfin si je survole un peu l'histoire de ce pavillon. Et donc le pavillon, il a été construit, comme on peut le lire ici sur l'épigraphe, en 1912 par les architectes Edward et William Maxwell. Donc ces architectes ont été les lauréats d'un concours qui avait été organisé par des hommes d'affaires responsables de la construction du pavillon. Donc il y avait eu, je crois, 3 agences montréalaises de rassemblées. Ils ont été les lauréats. Et donc, juste rapidement sur ces 2 architectes, ce sont des frères. Donc l'aîné Edward, lui, a commencé sa carrière très tôt. Il a commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Il est parti à Boston dans une agence pour ensuite revenir à Montréal et il s'est chargé des travaux de construction du Montreal Board of Trade, c'est bien ça, un symbole du monde des affaires montréalais. Voilà. Et donc son frère, qui est cadet de 7 ans, lui aussi a débuté sa carrière à Boston, où il a découvert une technique qui va être très importante, notamment dans l'architecture canadienne, la technique qu'on appelle la technique Beaux-Arts. Par la suite, il va partir à Paris, dans un atelier, la technique Beaux-Arts. Je vais vous expliquer de quoi il... Donc, il est allé à Paris, en fait, dans un atelier qui était associé à l'école des Beaux-Arts, où il a pu découvrir vraiment en profondeur cette technique. Et à son retour à Montréal, il s'associe avec son frère et il va réellement imposer cette technique de conception architecturale, ce qui va créer un peu la marque de fabrique de leur agence. Et ils vont créer de multiples résidences et plein d'édifices à travers tout le Canada qui vont vraiment marquer l'histoire de l'architecture canadienne. Donc pour le musée des Beaux-Arts de Montréal, ils décident de construire ce pavillon qui en fait s'inscrit dans la continuité parfaite de ce que je vous ai un peu décrit tout à l'heure, le pavillon qui avait été pensé par les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle. Donc un monument, un réel monument public imposant dans la tradition du XIXe siècle. Ce que je vous propose, c'est de passer devant le musée pour voir un peu les détails de cette architecture, puis je vais vous expliquer un peu plus ce que c'est cette fameuse technique Beaux-Arts, justement. Alors juste sur le projet que les frères Maxwell vont réaliser pour le musée, donc c'est vraiment un bâtiment monumental qui vient s'implanter de manière très symbolique le long de cette avenue Sherbrooke. C'est un grand bloc de marbre, un marbre qui provient de la carrière du Vermont. Et donc l'assemblage de petits blocs, l'objectif de cet assemblage, c'est de créer un ensemble uniforme. Donc j'ai oublié de vous le faire, mais ce qui est très intéressant, c'est quand on est en fait au bord du pavillon, c'est de toucher, ne pas hésiter à toucher ce marbre. Parce qu'en fait le marbre aujourd'hui est devenu un élément vraiment de l'identité du musée. Chaque pavillon remet en œuvre ce marbre ce même marbre de cette même carrière, mais avec une technique à chaque fois différente.
Et donc si on s'amuse à toucher chacun des pavillons, on peut comprendre l'évolution vraiment qui s'est passée. Là, la texture du marbre, Eris l'a testé apparemment. On a un marbre qui est assez rugueux et petit à petit, il y a un lissage qui se fait. C'est très intéressant comme expérience à faire. Et donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les architectes ici appliquent la technique Beaux-Arts. Donc je parle bien de technique Beaux-Arts. Madame me parlait de style Beaux-Arts. On a longtemps parlé de style Beaux-Arts, sauf qu'aujourd'hui on remet un peu en question cette appellation style Beaux-Arts parce que finalement on se rend compte que ce qu'on appelle Beaux-Arts c'était vraiment une technique, une façon de concevoir qui a donné lieu à ensuite des architectures qui sont assez différentes finalement. Donc la technique Beaux-Arts, c'est une technique, c'est un art de la composition avant tout, qui se base sur des axes de symétrie pour composer l'architecture. Cette technique, elle était dévoilée dans des traités d'architecture qu'il fallait à tout prix, s'équiper de ces traités pour pouvoir obéir à toutes ces règles de composition et ces règles aussi d'ornementation. Il y a ces deux volets à chaque fois. Donc à travers le monde, on retrouve tout un tas d'exemples d'architecture Beaux-Arts. Là, j'ai ramené l'illustration d'un exemple que vous connaissez tous déjà, le Metropolitan Museum of New York, qui est, comme vous pouvez le reconnaître, l'application parfaite et semblable de cette technique Beaux-Arts. Mais on a des exemples, comme je vous le disais, qui appliquent cette technique Beaux-Arts, mais qui sont différents. Par exemple, le Petit Palais et le Grand Palais à Paris sont des bâtiments de technique Beaux-Arts, mais avec des ornementations quelque peu différentes, un style un peu différent pour le coup. La technique Beaux-Arts? Alors la technique Beaux-Arts, elle est née à l'école des Beaux-Arts de Paris. Et en fait, les architectes canadiens sont partis, les premiers sont partis profiter de cette formation à Paris. Et à leur retour au Canada, ont réappliqué le même enseignement dans les universités, dans les écoles. Oui? J'avais cru comprendre que vous aviez dit que le plus jeune Maxwell, oui, lors de son séjour à Boston, oui, était revenu avec cette technique. Le second. En fait, le second est allé à Boston. Oui. Il a été sensibilisé à cette technique Beaux-Arts. Son maître à penser, en fait, était déjà passé par l'école de Paris. Et il lui a dit, il l'a conseillé, en fait, pour lui dire, pars à Paris, toi aussi. Je crois qu'il est parti Donc, 2 ans. Pas à Boston à l'époque. Voilà, non, c'est ça. Donc c'est le début du XXe siècle. Comment? Il y avait des exemples déjà à Boston peut-être? Ça, je ne peux pas vous dire. C'est possible parce qu'en fait, cette architecture, c'est vraiment devenu le modèle de l'architecture démocratique, du symbole démocratique américain. Tous les grands monuments publics américains reprennent cette architecture-là, bien évidemment. Alors, la technique Beaux-Arts, c'est une technique de composition qui se base en fait sur des axes de symétrie pour composer cette architecture. À part les axes de symétrie, il y a un côté néoclassique. Oui. Bien entendu, c'est néoclassique, mais comment dire? Il y a néoclassique, justement, c'est un exemple de cette application Beaux-Arts, mais on a l'éclectisme aussi, qui lui fait appel à de l'architecture égyptienne, orientale. Le néoclassicisme, lui, c'est vraiment déjà une branche de cette technique Beaux-Arts. Parce qu'aux États-Unis, le néoclassisme s'appelle le Federal Style. D'accord. Alors, je viens d'apprendre ça dans mes cours à Concordia. Là. Alors, c'est pour ça que ça m'intéresse. Je vous invite vraiment à... En tout cas, il y a une différence entre ces termes. Moi, je me suis vraiment concentré sur la technique Beaux-Arts parce qu'ici, c'est ce qui a vraiment été revendiqué pour ce pavillon-là. À part la symétrie, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut savoir sur la technique? La symétrie pour la composition et l'ornementation. Alors, je vais peut-être d'abord parler de la composition, justement. Donc déjà, la composition du plan, en fait, c'est à la fois en façade et en plan. Les grands éléments, c'est une façade, un hall majestueux qui donne sur un grand escalier de marbre là aussi. La base de la composition, c'est ça. Donc l'élément notable de cette composition, c'est le portique au centre, qui est composé de ces 4 colonnes monolithes
en marbre elle aussi. À l'époque, on a dit que c'était les plus grandes colonnes d'Amérique du Nord. Donc c'est des colonnes, on appelle ça d'ordre ionique. Là, j'entre un peu plus dans les détails parce que vous êtes un peu du... Voilà. Donc la base, le fût qui est cannelé, et la grande caractéristique, c'est le chapiteau avec ses volutes qui symbolisent les choses de l'esprit. Donc pour les musées, on attribuait souvent cet ordre-là, inspiré de l'architecture grecque. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, l'ordre en fait va donner la proportion à tous les autres éléments de l'édifice. Donc là, si j'entre vraiment dans les détails, en fait, on va utiliser le diamètre à la base du fût, même le demi-diamètre à la base du fût, pour composer l'ensemble des éléments de l'édifice. Donc ce demi-diamètre va donner la mesure des colonnes, de l'entablement situé au-dessus, des pilastres sur les côtés, des deux avancées. Vraiment, c'est la base de composition et à chaque fois, on a des multiples de cette mesure-là. En termes de composition aussi, oui, La première, le demi-diamètre le demi-diamètre à la base du fût. Voilà. Si on coupe en deux, qui est ronde. Qui est ronde, voilà. Toujours sur la composition, en fait, cette façade, à chaque fois, la façade doit être lisible et donner à voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ici, derrière le portique, donne à voir les dimensions du hall qui se situe derrière. Le hall qui permet la distribution entre toutes les pièces du rez-de-chaussée. Et le portique indique aussi la présence de l'escalier. Ça peut être surprenant au premier abord de se dire on va mettre un escalier dans un musée parce qu'il n'y a vraiment aucune utilité. Mais c'était l'élément le plus important de cette architecture parce qu'on a tendance à dire que l'escalier permettait de mettre en scène le public qui venait au musée pour voir mais aussi pour être vu. C'était vraiment un lieu réservé à cette bourgeoisie. Donc sur la composition, c'est un peu tous ces éléments-là qu'il faut retenir. Mais comment tu dis qu'on va deviner l'escalier avec la façade? Parce qu'en fait, la largeur du portique correspond à la largeur du hall qui intègre l'escalier. L'escalier est placé exactement dans cet axe de symétrie. C'est ça que j'entends. On est un peu moins, je pense, mais l'axe de symétrie, il est au milieu de la porte centrale, en fait. C'est ça. C'est l'axe de tout ce qui compose le musée. Et d'ailleurs, l'escalier donne accès aux salles d'exposition de l'étage. Et les dimensions de ces salles d'exposition en façade sont exprimées par les deux avancées ici. C'est vraiment la largeur de ces salles d'exposition. Sur l'ornementation, en fait, l'ornementation qu'on va mettre en place dans l'architecture Beaux-Arts, c'est une ornementation qui doit expliquer aux passants que cet édifice est dédié aux Beaux-Arts. Donc vous pouvez peut-être déjà repérer des éléments, je ne sais pas si, peut-être que vous connaissez déjà le sujet même. On a ces bas-reliefs qu'on trouve des deux côtés qui représentent des artistes à qui sont expliquées la tradition des arts grecs et romains. La petite anecdote, c'est qu'à l'origine on avait prévu des reliefs qui avaient été réalisés par un sculpteur à Londres qui avait réalisé en fait les maquettes, mais on n'a jamais pu obtenir ces maquettes parce que le sculpteur avait embarqué à bord du Titanic et donc du coup on a réalisé ce projet de bas-relief. Autre ornementation, au-dessus des trois portes, on a ces bustes, dont celui du milieu qui est une représentation de la déesse Minerve, la protectrice des arts et des techniques. Et sinon, les trois portes en bois massif sont aussi surmontées d'impostes. Sur les impostes, vous pouvez voir des chérubins et les chérubins posent. C'est ça quand on fait la visite du jardin sculpture, c'est ça qui se passe. On va passer derrière tout à l'heure. Les chérubins posent avec les attributs des beaux-arts. Donc là, il faut avoir des très bons yeux. Par exemple, ici, à sa droite, on peut voir un petit buste qui est en fait la représentation de la sculpture. Je ne sais pas si vous le voyez. Au pied du chérubin, à sa droite, on a un buste. Et quand on va passer à côté sur la seconde porte, vous verrez qu'il y a une colonne qui représente l'architecture. Donc voilà.
tous ces éléments de composition qui qualifient le bâtiment. Donc là on a sculpture et peinture. Mais il faut vraiment s'approcher pour sculpture et peinture. Ici on a ce qu'on appelle j'ai oublié le terme. Les arts et métiers, les techniques en fait. On a une roue, et à droite l'architecture. Les arts et métiers sont au centre? C'est au centre, oui, c'est ça. Les arts et métiers, Au centre, c'est ça. Sculpture et peinture. Donc, l'édification de ce pavillon va connaître un succès immédiat. Dès la première année, on a 50 000 visiteurs qui viennent visiter ce musée, sachant que c'est vraiment un public très privilégié qui y a accès. Et par la suite, on a de multiples donations qui vont enrichir voilà, les collections du musée, dont dans les années 30, les donations d'un fameux Harry Norton, qui vont poser la question d'un nouvel agrandissement de l'édifice. Donc au vu du site, on ne pouvait pas agrandir sur la face sud, on avait la rue Sherbrooke. Sur la face ouest, on avait donc l'église Saint-Andrew and Saint-Paul, et ici on avait donc l'actuelle avenue du musée. Donc la seule solution, c'était de faire un agrandissement au nord derrière. Donc je vous invite à contourner, on va aller le long de l'avenue du musée pour voir ce qui s'est passé. Donc ce donateur, Harry Norton, va en fait effectuer un don de 50 000 $, à la seule condition que le musée engage des travaux. Donc il va d'abord y avoir des travaux de modernisation du premier pavillon. Donc là on peut voir la limite du pavillon en fait, le petit décrochage. Donc il y aura des travaux pour la ventilation, le mobilier, un peu tout ça, un réaménagement global. Et ensuite on va procéder donc à l'agrandissement, en fait à l'annexe qu'on va appeler directement l'annexe Norton, du nom du donateur. Et cette annexe, comme vous pouvez le voir, elle s'intègre parfaitement au premier pavillon, de telle sorte qu'aujourd'hui on ne fait même plus tellement la différence. Le même matériau et la même technique, je sais pas, vous pouvez sûrement repérer un peu tous les éléments. On a la composition, la symétrie, les pilastres de chaque côté, l'entablement, la décoration, l'ornementation juste dessus, un peu plus sobre quand même. L'architecte, je me souviens plus. Je l'ai là. Faisant quelque chose. Ils sont deux déjà. Ils sont deux, et c'est pas des Maxwell. Je vous l'indique à la fin peut-être. Je vous l'ai mis là. Voilà. Mais donc là, cette extension, elle va doubler la superficie du premier musée. Et rapidement, en fait, en quelques décennies, le musée va de nouveau se trouver à l'étroit. C'est un peu toute l'histoire du musée des Beaux-Arts qui s'enrichit. Et donc, on a les mêmes problématiques par rapport aux limites du terrain. Et donc, ce qu'on va choisir, c'est l'emplacement de ce qu'on a appelé la galerie de l'étable, qui était située juste derrière. C'était en fait le lieu d'exposition réservé à l'école d'art. Et donc, on va y construire l'actuel pavillon Liliane et David Stewart. Liliane et David Stewart qui sont... Oui, pardon. Excusez-moi, l'école, quand le musée offrait une école d'art, c'était dans ce pavillon? Oui. Même avant, on avait une... Attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Je sais que dans la première école, dans le premier musée, pardon, on avait déjà comment dire, dans la tradition Beaux-Arts, justement, c'était pas qu'un musée. Il y avait une bibliothèque, je crois qu'il y avait quelques ateliers. Mais celui-là, c'est sûr, on avait les ateliers. Parce que moi, quand j'étais petite, ma mère m'amenait là. Hey. C'était l'étable. L'étable, voilà. Puis Uh-huh. après, ça a été puis après, l'édifice en briques rouges. Oui, là-bas. Là, il y en avait. Qui est... D'accord. Mais pour le premier, il faut le vérifier, je ne l'ai pas en tête. L'histoire est ici, l'histoire. Ouais, et je vous fais confiance. Il y avait des guides qui avaient fréquenté cette école. Donc, ok. quand ils avaient des expositions, des professeurs, ça devait se faire dans le jardin qui est là. C'est ça. Dans le jardin qui est... En arrière, là. D'accord, ok. Mais sachant qu'on avait l'autre maison qui était là aussi avant. Je peux vous dire, Donc aujourd'hui, on a l'extension ici qui porte ce nom depuis l'an 2000, en fait depuis la donation de toute la collection.
Donc on a la collection de design et art décoratif qui est vraiment à l'origine du caractère encyclopédique de ce que le musée essaie de développer aujourd'hui. Et donc pour la construction, on a fait... Donc d'abord il y a eu un premier projet qui est, si vous voulez consulter aux archives les documents, c'est très intéressant. Un premier projet qu'on a étudié pendant de longues années qui proposait en fait ici du côté de la rue un grand restaurant qui prenait en fait toute la longueur. À l'intérieur, un jardin extérieur de sculptures, mais qui était vraiment au cœur de l'îlot. Et encore plus au nord, une grande tour de logement. Il y a beaucoup d'anecdotes parce que quand on a dû présenter ce projet, on a découpé la tour parce que ça allait trop choquer. Le directeur en fait a décidé de couper cette tour de logement. Enfin voilà, il y a plein d'histoires très intéressantes. Beaucoup de réflexions autour de ce projet. Finalement, un peu précipitamment, on a décidé de confier le projet à Fred Lebensold. Donc les travaux débutent, je crois que c'est 73, je crois que c'est 73. Ce qui est particulier, c'est qu'ils ont vidé. Voilà, donc on a vidé le musée, on a quand même créé des expositions itinérantes pendant ce temps-là. Et le jour de l'inauguration, beaucoup de polémiques, de grands scandales par rapport à l'aspect très moderniste du pavillon qui a vraiment été réalisé je veux dire en opposition, mais c'est peut-être un peu fort, mais bon, ça, on le constate quand même, un vrai contraste, voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'aller sur la terrasse pour essayer quand même de regarder enfin ce pavillon et de voir ce qu'on peut y trouver d'intéressant. Voilà, on va voir ça. Donc déjà, par rapport au parti pris de l'architecte, par rapport au site, il a proposé une implantation totalement différente. Sur le premier bâtiment, on avait un bloc de marbre fermé de tous les côtés qui s'imposait de façon monumentale sur le site. Ici, l'architecte a essayé de réfléchir à l'intégration dans la pente du Mont-Royal. On a plusieurs volumes qui s'inscrivent comme des plateaux, comme ça. Il y a comme une transition entre l'intérieur et l'extérieur. Donc déjà, le parti pris sur l'implantation est totalement différent. Ensuite, comme vous l'avez dit, le matériau. Donc on n'utilise pas le marbre, parce que le marbre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le marbre était vraiment un matériau de luxe, je ne sais pas si on peut dire ça, mais qui coûtait très cher. Et donc là, il fallait trouver une esthétique qui allait être adaptée aussi à un nouveau public, un public qui désormais allait pouvoir intégrer un peu plus les catégories sociales dans leur diversité. Voilà. Donc on a fait le choix de ce béton. Et donc aussi, ensuite, au niveau de l'architecture, on n'a pas tous les éléments qu'on retrouvait avant qui pouvaient être impressionnants. Le grand portique, le grand escalier, le grand hall. Ici, on a juste des petits espaces avec des petites entrées qu'on a parfois même du mal à... On voit toujours les visiteurs arriver par ici et finalement redescendre. Enfin voilà. Donc là, il y a un vrai contraste entre les deux. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'édification de ce musée, elle s'inscrit dans un contexte, celui qui consiste à vouloir en fait revisiter les fondamentaux de l'architecture moderne. Donc là, c'est vraiment un peu technique, mais les principes de l'architecture moderne, ils ont été écrits un peu de la même façon que quand je parlais des traités d'architecture tout à l'heure. Ils ont été écrits dans les années 30 par des grands noms de l'architecture, tels que Le Corbusier, par exemple. L'objectif principal, c'était de réduire l'architecture à un concept. C'est-à-dire que lorsqu'on construit un bâtiment, il faut savoir quelle est son utilité première et l'architecte va mettre tout en œuvre pour atteindre cet objectif-là. Donc pour le musée, la fonction première, c'est l'exposition. Donc on va mettre de côté un peu le confort du public, un peu tous ces éléments et le seul objectif, ce sera atteindre la perfection dans l'exposition des œuvres. Donc dans les années, ensuite entre les années 50 et 70, il y a plusieurs groupes d'architectes qui vont vouloir récupérer ces principes, dont les architectes qu'on appelle les architectes brutalistes. C'est un mouvement qui est né dans la région de Londres. Ces architectes, on les appelle brutalistes parce qu'ils sont reconnus pour la mise en œuvre très brutale, concrète, honnête de leurs matériaux, dont ce genre de béton. Donc c'est une architecture qu'on peut appeler architecture brutaliste. Et donc ils vont revisiter ce concept et donc réaliser des machines à exposer de la même manière que les premiers architectes modernes réalisaient des machines à habiter, des machines à travailler.
Donc voilà. Donc ici, on va créer une machine à exposer avec tous ces principes-là. Dans le monde, on trouve tout un tas d'exemples de ce type de musée. J'ai amené juste un exemple ici, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le musée d'art de Sao Paulo au Brésil, qui a été réalisé par Lino Bobardi. Donc voilà, on a l'apparence extérieure finalement importe peu. On va créer un volume et à l'intérieur du volume, il faut que tout puisse être mis en œuvre pour essayer d'en parler. Sur l'architecture extérieure déjà, le premier principe que l'architecte a mis en place, donc un des principes de l'architecture moderne, c'est celui de ce qu'on appelle la façade libre. C'est-à-dire que la façade libre. Dans le premier pavillon, la façade permet de supporter les planchers. Voilà. La façade joue un rôle constructif dans le bâtiment. Donc la façade, elle doit être opaque, elle doit être dure pour pouvoir supporter tout le poids de l'édifice. Ici, l'architecte va dissocier le rôle de l'enveloppe qui sert à fermer le bâtiment du rôle de soutien. Voilà. Donc ce qu'il va mettre en place, c'est des poteaux à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, comme celui-là. Ces poteaux qui permettent de soutenir les planchers qui n'ont aucune limite. Les planchers peuvent se prolonger à l'extérieur, comme on le voit ici. Il n'y a plus la limite de cette façade. Et donc la façade devient comme, je dis un rideau, parce qu'on appelle ça les murs rideaux. On n'a plus ce rôle porteur. Et on peut maintenant placer des grandes baies vitrées. Et donc cette grande baie vitrée, c'est un peu la nouveauté dans l'architecture en général à cette époque, et donc ici l'architecture des musées. On a la baie vitrée de ce qu'on appelle aujourd'hui le Lab Design, mais donc qui était le café du musée. Ici, sur l'ancien salon fumeur, avec la vue qu'il donne, ça aussi ça peut faire rire, c'était vraiment qui donne vue sur donc, le jardin de sculpture qui avait été pensé dès l'époque. Et même l'architecte avait à l'origine, c'est présent aux archives si ça vous intéresse, des plans qui montrent les dessins d'un jardin qui fait le tour complet du pavillon, qui intègre en fait le jardin qu'on trouve à côté de l'église. Et enfin, ça peut faire penser à l'actuel jardin de sculpture en fait, du musée qui se développe tout du long. Voilà. Et l'objectif de ce jardin, c'était vraiment de créer une transition entre ce qui se passait à l'intérieur du musée et à l'extérieur du musée. On voulait vraiment abattre la frontière entre l'art, la société et ouvrir le musée à tout le monde. C'était l'ambition en tout cas de ce projet. Et à ce moment-là, on décide de construire les deux petites portes quasiment sous Voilà. Ça, pouvez-vous en parler Ça, un petit peu? Parce que c'est ça qui a soulevé ouais. énormément la polémique. Voilà. On ne voulait plus l'entrée c'est principale, ça. on voulait ces deux portes. Alors, là, je vais faire une grande supposition, je n'ai pas trouvé la réponse. Mais quand on regarde les plans, moi, il me semble quand même que à l'origine, l'architecte, dans son projet, son entrée principale, je pense qu'il la prévoyait ici. Parce qu'on retrouve des plans, on a un accueil qui est ici. C'est vraiment une hypothèse. Ce qui est sûr, c'est qu'on a cette entrée-là qui était réservée aux personnes à mobilité réduite et aux groupes scolaires. Et donc cette deuxième entrée, voilà, avec les deux portes tournantes de chaque côté de ce grand escalier monumental. J'ai l'impression, il me semble que c'est un peu une alternative quoi, entre... Quand on lit la documentation. Ce qui est sûr, c'est que sur une histoire générale, là, dans le cadre de la visite du campus du musée, on essaie de voir un peu ce que chaque pavillon a pu apporter à la construction de l'institution telle qu'elle est aujourd'hui. Et sur ce pavillon-là, donc les deux éléments essentiels, c'est comme on l'a dit, la démocratisation, avec parfois des moyens qu'on peut remettre en question, vous parlez des portes, mais il y a toute cette question intéressante de la lumière qui peut commencer à rentrer dans le musée, bon, voilà. Et l'autre gros point qu'on peut souligner, c'est le travail qui a été fait sur l'espace intérieur. Donc là, c'est une visite extérieure, on ne va pas pouvoir y rentrer, mais il y a des tas de choses très intéressantes à expliquer sur toutes les possibilités muséographiques, logiques, muséales, qu'ont permis ce genre d'architecture. Aujourd'hui, en tout cas pour le service des expositions, par exemple, c'est un espace qui est très agréable j'allais dire, à mettre en scène, à scénographier, parce qu'il permet tout est possible. Les espaces sont libres. On a maintenant des dispositifs qui permettent de régler la lumière. Puis il y a une vraie générosité de l'espace qui permet de recréer un espace dans l'espace, en fait. C'est un musée à air ouvert. Voilà, c'est ça. Comme en fait tout ce qu'on construisait à l'époque, c'est ce qu'on appelait les machines.
on crée des plateaux, parce que maintenant, techniquement, on peut créer ce genre de surface, ce qui n'était pas possible avant. Et puis, on associe des fonctions différentes pour chacun des bâtiments. C'est même l'époque où les écoles, on le fermé après coup. Moi, j'ai travaillé dans une école comme ça. Par contre, je dis, comment dire, en disant ça, je dis pas que la muséographie à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi sur la muséographie qui a été réalisée à l'époque, avec des problèmes de lumière, de reflets, voilà. Mais aujourd'hui, l'espace permet des choses très agréables, surtout depuis le réaménagement. Là. Est-ce que c'est pas une hérésie d'avoir laissé pousser un lierre? Je suis sûre que l'architecte... Moi, je trouve. Oui. Parce qu'on a surtout aujourd'hui, le vert, c'est beau, c'est bien. C'est le fait de la nature, Mais nature, moi, je trouve que ça reste un matériau et il vit avec le temps et le lierre, ça ne va pas arranger. Là, je pense qu'entre le plancher de béton et les baies vitrées... Et mis à part la destruction, au niveau, je veux dire au niveau du respect... Oui. Mais je vous invite à voir, normalement, je ne vais pas m'avancer, mais le musée essaie de développer des programmes sur ce même thème de l'architecture. Et il va y avoir tout un tas de photos à consulter, pourquoi pas en ligne même. Et donc il y a des photos d'origine. On voit un bâtiment donc sans verdure, sans tout ça. Tout est gris. Et là je comprends ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Les gens réagissaient. Ça adoucit À voir, il y a peut-être d'autres possibilités, mais bon. En tout cas, la construction de ce pavillon a agrandi considérablement l'espace d'exposition. Et donc ça a permis de continuer à développer l'institution. Même en fait, donc l'année avant l'inauguration du pavillon, qu'est-ce que je veux dire, le comité municipal, il manque le premier mot. Le conseil municipal, c'est ce que vous venez de dire peut-être, pardon. Le conseil municipal en fait avait décidé de rebaptiser l'avenue qui s'appelait rue Ontario, rue du musée, en reconnaissance un peu de la place que commençait à occuper le musée dans le milieu culturel montréalais. Et on peut penser aujourd'hui qu'à l'époque, en rebaptisant cette rue, ils ne se doutaient pas de l'importance qu'allait avoir cette rue dans la suite de l'aménagement du musée. Donc ce qu'on peut faire, c'est justement aller sur cette rue pour voir ce qui s'est passé par la suite. 75, ce qui s'est passé, c'est qu'on a encore eu un enrichissement des collections. En fait, donc là c'était 76, dès le début des années 80, on pouvait exposer que 8% des collections du musée. Donc c'était très peu. Donc on a d'abord émis une première hypothèse qui était la réalisation de déplacer des collections dans le marché Bon Secours situé sur le port. D'ailleurs, il y a un livre qui est présent à la Grande Bibliothèque de Montréal sur le marché Bon Secours et la possible installation du musée, si ça vous intéresse. Et finalement, le comité des immeubles a préconisé à l'institution une installation au sud de la rue Sherbrooke, à l'emplacement en fait de ce qu'on trouve, d'où avant on trouvait donc au niveau de l'actuel pavillon, on avait le hall de Sherbrooke, qui était une construction de style victorien, une architecture victorienne, caractérisée par une structure en bois et qui avait pour particularité d'être la première conciergerie de Montréal. Donc c'était un concept assez neuf à cette époque-là, donc c'est la fin du 19e siècle, un concept qui mêlait en fait l'hôtel aux appartements. Donc on avait des logements mais sans cuisine. Donc c'était assez neuf, il y a eu un réel succès apparemment dans tout Montréal ensuite. Tel succès que le propriétaire du hall Sherbrooke a décidé de réaliser quelques années après une nouvelle conciergerie, le New Sherbrooke, juste adjacente, mais là dans un style totalement différent. Il emprunte un peu le vocabulaire de la Renaissance italienne, notamment on a l'entablement en haut, vous pouvez voir avec des petits crénellages, qui est vraiment inspiré de cette architecture-là. Au niveau de la mise en œuvre aussi, on a des poutres d'acier recouvertes de béton, donc c'est des techniques très différentes. Et il arrive à doubler le nombre de logements dans un volume qui paraît être pourtant le même. Donc voilà un peu pour l'histoire de ce qui se passait au sud de la rue Sherbrooke. Sauf que donc, je ne veux pas me tromper dans les dates.
donc c'est 1980, début des années 80 je pense. On a donc le Old Sherbrooke qui est incendié et donc on va décider de détruire ce bâtiment pour créer un stationnement. Aujourd'hui, à l'emplacement de ce stationnement, on a construit le pavillon Jean-Noël Desmarais. Juste pour le personnage, il était médecin, radiologiste, il a été sénateur de l'Ontario, 2 années il me semble. Et donc c'est son fils, j'ai un peu de mal, Paul Desmarais, voilà, qui a participé au financement du pavillon, qui porte, à la seule condition en fait que le pavillon puisse porter le nom de son père. Et donc aujourd'hui le pavillon accueille les collections d'art international, des maîtres anciens à l'art moderne. Dans les sous-sols on a l'art contemporain. Enfin, voilà. Donc du point de vue du projet en lui-même, donc il y a eu un concours d'organiser qui a fait appel aux architectes, un concours d'idées aux architectes canadiens. On a retenu de l'architecte Moshe Safdie qui allait donc s'atteler à un défi immense qui était celui de s'intégrer dans un site très complexe, à la fois s'intégrer donc avec l'édifice qui était existant adjacent, le New Sherbrooke, mais aussi essayer de créer une logique avec les autres pavillons du musée. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a, dès les premières années, il a proposé ses premières esquisses, avec, en gros, il y avait 2 grandes possibilités, soit de conserver le New Sherbrooke ou la destruction du New Sherbrooke, et à la place de cette façade, de construire la grande façade d'entrée qui serait le reflet du portique du premier pavillon, en fait. Les mêmes dimensions, un peu le même vocabulaire remis au goût du jour. Le projet, c'était ça. Ces esquisses ont donné lieu à l'exposition, le musée de l'avenir. Et il y a eu un comité de consultation publique qui a été créé pour s'interroger vraiment sur cette question qui était fondamentale pour le projet. Et la décision a été prise donc de conserver la façade. Juste sur l'architecte, Moshe Safdie, donc il est d'origine israélienne. Il est venu s'installer, il me semble que c'est à l'âge de 15 ans à Montréal. Et il a débuté une carrière plutôt aux États-Unis. Il s'est notamment associé à un grand nom de l'architecture, Louis Kahn, je ne sais pas si ça... Et donc il est revenu à Montréal, il a créé son agence et il s'est illustré avec, on en parlait tout à l'heure, un des projets Habitat 67 dans le cadre de l'exposition universelle qui a vraiment, là aussi, il propose quelque chose de très différent mais qui permet de faire avancer des questions, donc là pour le coup sur l'architecture résidentielle préfabriquée, ce qui était assez neuf pour l'époque. Pour le musée des Beaux-Arts de Montréal, il va proposer alors un assemblage de volumes. Il va faire beaucoup de... Ce bâtiment peut faire penser à, comment dire, un ensemble de compromis en fait. C'est comme un tissage de volumes qui étaient déjà existants et entre ces volumes, il a essayé de créer des liens. Donc là maintenant, je crois qu'on n'a plus le choix, il va falloir qu'on se rapproche pour essayer de voir quand même un peu plus près de ce qu'il en est. Donc pour le projet de Moshe Safdie, ce dont je vous parlais, c'est l'assemblage de volumes. Et je vous parlais d'une idée de compromis. Donc déjà, si on essaie de repérer ces volumes, on a le premier volume ici, qui va, en fait, chacun des volumes aura pour objectif de s'intégrer dans le site en réutilisant un vocabulaire déjà existant. Ce premier volume ici, donc le volume principal d'entrée, va s'inspirer sur la façade nord du portique du premier pavillon qu'on a étudié tout à l'heure. Sur la façade ouest, il va reprendre en fait les couleurs des parements des maisons. Est, pardon, c'est ça. Il va réutiliser les couleurs des parements des maisons victoriennes qui sont situées juste en dessous. Je ne sais pas si vous pouvez voir, on a ces couleurs un peu rosées, gris, noires. Donc il reprend ces coloris-là. Et au niveau des ouvertures, il crée des formes aiguisées, aussi en référence aux formes qu'on peut retrouver, vous voyez, au niveau des toits des maisons victoriennes. Voilà, il crée là aussi un nouveau vocabulaire qui lui paraît plus adapté à cette intégration. Le deuxième volume, donc un peu sous la contrainte, on a le deuxième volume qui est en fait placé derrière la façade du New Sherbrooke. On récupère ce décor de façade du New Sherbrooke. Et le troisième volume, donc là on ne peut pas le voir, il faudrait
il faudrait faire le tour, mais donc il est situé au sud du volume du New Sherbrooke. Il est aussi intéressant à regarder. Il réemploie l'architecture de briques du New Sherbrooke, un peu différemment, mais on a le même matériau. Et les toits sont aussi à double pan, de la même façon que les maisons victoriennes de la rue Bishop. Donc c'est un jeu sur le vocabulaire architectural. Et donc ce travail-là, il est vraiment à intégrer dans l'époque aussi des années 80 d'une architecture qu'on a appelée l'architecture post-moderne. Donc par rapport à l'architecture post-moderne. Oui. Comme ça en fait. Sur la façade, on a une succession de... Oui. Donc post-moderne. Donc on dit post-moderne, c'est ce qui précède en fait l'architecture moderne qu'on a vue avec le pavillon de 1976. Et c'est un mouvement en fait des architectes qui vont adhérer à ces idées, qui vont vraiment là encore se placer en contraste avec l'architecture moderne. Leur objectif principal, ce sera de renouer avec les liens du passé, l'architecture du passé. Donc il y a beaucoup d'édifices des années 80, surtout à Montréal, on peut en voir plein dans tout le centre-ville, qui réemploient les arcs, les colonnes, tout ce vocabulaire architectural classique. Dans tous les buildings de centre-ville, on voit des grandes arches, des grands... Alors que les décennies auparavant, on aurait construit un building, un simple parallélépipède de verre, ça aurait suffi. Donc là, on se soucie de réutiliser ce vocabulaire et aussi de créer des liens avec le contexte urbain. En créant par exemple de grands halls ou à l'intérieur des édifices, en créant des circulations qu'on pourrait retrouver dans des villes comme des, comment dire, pas des trottoirs, mais voilà, de grandes galeries, des passages. Voilà. Donc, on va le voir là, mais cette grande tendance, elle peut être illustrée par encore tout un tas de musées. Je trouve ça intéressant en fait de faire des parallèles parce que le musée des Beaux-Arts ici à Montréal permet de faire le tour un peu de ce qui s'est passé au XXe siècle. Donc autant en profiter. Là, je vous ai amené l'exemple du Museum of Modern Art de San Francisco, qui est réalisé par Mario Botta. Donc là aussi, il réemploie des formes qu'on avait l'habitude de retrouver dans, pourquoi pas, certains temples ou les utopies un peu du XVIIIe siècle, des grands volumes réalisés en un seul et même matériau. Donc c'est toute cette tendance des années 80. Oui. Pourriez-vous nous parler de les fenêtres? Alors voilà, tout ça. C'est ça, donc pour le musée ici, pour le pavillon Jean-Noël Desmarais, le premier élément, c'est la façade d'entrée. Déjà, le parti pris, c'est de se placer dans l'axe de l'avenue du musée pour retrouver ce qu'on recherchait un peu dans l'architecture au début du XXe siècle, ce caractère monumental, symbolique, l'axe de symétrie. C'est un peu ces mêmes idées-là. Donc il réemploie l'arche, qui doit évidemment vous faire penser à la façade du premier pavillon. On a le même matériau, donc on renoue avec le marbre qu'on avait abandonné pour le second pavillon. Ici, il est plus lisse, un assemblage juste un peu différent, mais on a les mêmes proportions aussi de portiques. Si vous voulez, je peux... Et je pense sinon que les ouvertures doivent vous évoquer autre chose. Je ne sais pas si ça... L'église. Les piliers ont été conçus de la même proportion que la tour carrée ici de l'église Erskine. Et les oculis de l'église Erskine répondent en fait aux oculis que Moshe Safdie a mis en place sur cette façade postmoderne. Et donc au cœur de cet arc, il a décidé de placer cette grande verrière avec une structure en acier inoxydable. Avec cette structure en acier inoxydable, et donc la verrière permet d'inonder le hall de lumière, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la recherche d'espace public dans le musée. Le hall ici peut être identifié à une place publique en fait, qu'on pourrait retrouver dans l'espace urbain. Et donc sinon, entre tous les volumes, Moshe Safdie s'est soucié de créer des passages, des liens, comme des rues. Donc d'abord, on a l'escalier dont on entend souvent parler, la rampe escalier même,
avec l'objectif de l'architecte était de créer des proportions originales pour imposer aux visiteurs une certaine vitesse de déambulation qui s'apparenterait à une déambulation urbaine. Voilà. L'architecte a créé aussi le passage du musée, donc qui relie la rue Crescent à la rue Bishop. En fait, il reprend le tracé d'une rue qui était déjà existante, donc pour voir à quel point on est dans ce caractère postmoderne. Et aujourd'hui, donc, c'est un lieu, un carrefour culturel pour le musée. Et le dernier élément, évidemment, la galerie souterraine qui va venir connecter ce pavillon-là qui pouvait sembler isolé au reste du musée qui était existant. Donc le point de rencontre des pavillons se situe au niveau de la pyramide là-bas, la pyramide de verre. J'ai lu ça au détour d'une revue. La pyramide a été conçue en fait sur le modèle de la pyramide du Louvre, ça peut paraître... Et donc le président du conseil d'administration avait demandé à l'époque à l'architecte de prévoir, en vue d'une possible acquisition de l'église Erskine and American United, un possible passage. Et donc il ne s'est pas tout à fait trompé parce que 20 années plus tard, c'est justement à partir de là que le prochain pavillon allait être conçu. Donc on va pouvoir reprendre l'avenue du musée pour s'isoler et continuer cette histoire. Donc Bernard Lamarre, le président du conseil d'administration, donc comme on l'a vu, il avait déjà quelques idées un peu derrière la tête. Et il va rencontrer Pierre Bourgy, un collectionneur d'art contemporain, aussi mélomane. Et leurs projets vont vraiment s'accorder. Donc le musée va décider de devenir propriétaire de cette église qui a été fermée au culte en 2004. Et Bernard Lamarre va mettre en place, avec donc Pierre Bourgy, un nouveau concept de musée qu'on a appelé à l'époque le musée en musique, qui se proposait de lier la musique aux collections du musée. Alors juste sur l'église, là c'est pareil, on pourrait faire une visite entière sur cette église, mais pour parcourir rapidement son histoire, donc elle a été édifiée aussi à la fin du 19e siècle. Elle est représentative de la communauté, l'ascension de la communauté presbytérienne qui était d'origine écossaise dans ce quartier-là, qui a créé cette église avec donc une architecture néo-romane qui reprend le vocabulaire de l'architecture romane, avec donc cette grande tour carrée et un plan qui mêlait un auditorium et une école du dimanche aussi. Donc c'était un sanctuaire auditorium même, c'est ça le terme. Le sanctuaire auditorium et l'école du dimanche. Mais par la suite, cette communauté presbytérienne a décidé de fusionner avec une autre communauté. Donc là, on est dans les années 30, 1930, avec la communauté américaine. Voilà. Et ensuite, voilà, pour former la communauté Erskine and American United, c'est ça. Et donc, ils ont fait appel à un architecte, Percy Erskine Nobbs, pour prévoir vraiment là encore une modernisation de cette église, un agrandissement. Ce qui a été fait, c'est on a créé une annexe au nord. On a aussi proposé de mettre en place un narthex qui est en fait l'entrée de l'église qui est située là, de ce côté-là. Pour l'intérieur, on a créé ce grand décor Art and Crafts et surtout l'élément aujourd'hui que le musée se tente de valoriser le mieux possible, c'est cette grande collection de vitraux, dont les 20 vitraux issus de l'atelier Tiffany. Donc ça, c'est tout ce qui s'est passé dans les années 30. Donc voilà, l'architecte qui a été retenu pour le projet de pavillon, c'est l'agence Provencher-Roy Architecte, qui allait donc... voilà. C'était donc, en fait, par rapport à la construction du pavillon, j'avais cru que je marchais sur... Par rapport à la construction du pavillon, la première phase, ça a été de s'occuper de cette église, la restauration de cette église. On a assuré la consolidation des fondations. On a ensuite excavé 2 sous-sols, notamment pour l'entreposage des œuvres.
Ensuite, on s'est attaqué au travail sur la façade, le nettoyage des pierres une par une. Et c'est aussi le caractère de cette église, les pierres de calcaire et de grès. Et enfin, on a déposé les vitraux pour les restaurer, les réinstaller, donc un long travail de restauration. Et donc la touche finale à ce projet, je dis ça, mais finalement ça a été juste d'apposer au nord, à l'emplacement de l'annexe qui avait été construit dans les années 30, le pavillon d'art québécois et canadien, qui accueille donc la collection d'art québécois et canadien et qui dispose d'une valorisation aujourd'hui très intéressante. On a l'ouvrage qui a été réalisé, les audioguides pour la balade en musique, enfin, voilà. Donc par rapport à ce qui s'était passé avant avec le pavillon de 1991, ici la firme Provencher-Roy ne pouvait pas adopter le même parti pris parce que donc, depuis les années 80, l'architecture postmoderne avait elle aussi fait l'objet de quelques critiques. Elle paraissait peu audacieuse finalement. Donc là on était face au même souci, au même problème de l'intégration d'un bâtiment, mais il allait falloir proposer une autre solution. Donc on va même se rapprocher face à ce pavillon pour essayer de comprendre. Donc ici le défi, c'est un peu le défi auquel se sont confrontés de nombreux musées au début du XXIe siècle. C'est finalement, je pense à l'Europe. En Europe, on a par exemple pas eu les moyens de construire de grands musées comme on pouvait les construire avant. Donc on essaie de récupérer, aussi de valoriser l'existant. Et donc le parti pris souvent qui est fait, c'est d'affirmer finalement une architecture contemporaine en se disant qu'elle va permettre de mettre en valeur l'existant. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de conserver l'architecture néo-romane, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. On reste toujours dans le même esprit. Et au nord vient s'adosser alors ce pavillon, un pavillon qui affirme son architecture contemporaine. Je vais aussi peut-être repartir d'autres exemples, il y en a tout un tas. Peut-être le premier exemple qui a été conçu et celui auquel on peut penser tout de suite, c'est la pyramide du Louvre, qui s'installe en plein cœur d'un palais. Mais sinon, j'ai essayé de vous trouver autre chose. Le carré d'art de Nîmes, qui a été réalisé par Norman Foster, où on est, si vous voulez, je peux vous le faire passer, à Nîmes. Voilà. Donc les caractéristiques de cette architecture, là je parle pour ce pavillon mais vraiment en général. Il y a d'abord on pense très différemment à la construction. Certains parlent l'art de la construction mêle deux choses maintenant. On a un grand travail qui est fait sur la technique, les techniques de construction. En fait on parle d'un art de la construction. Et certains vont même parler d'architecture néo-moderne pour aller encore plus loin que le... Donc, voilà. Donc l'art de la construction, en fait, ce que j'appelle art de la construction, c'est donc un volet technique qui recherche un peu une prouesse. La pyramide du Louvre, vous avez vu ses formes, mais ici on a le travail qui va être fait sur la réutilisation du marbre, notamment. Vous avez vu, on n'a pas un assemblage comme on avait avant, mais là on laisse un léger écart entre chaque... On va aussi essayer de marier l'utilisation du marbre à celle du verre, ce qui n'est pas totalement facile. On se colle à la façade, on se décolle de la façade. Au niveau techniquement, le travail d'ingénieur qui est fait est assez complexe, on va chercher des choses. Donc ça, c'est le premier volet technique. Et le second volet, c'est qu'on essaie aussi, vu qu'on utilise un vocabulaire résolument contemporain, on essaie au niveau de l'idée du projet, je vais parler de la poésie du projet, où on va essayer de réaliser un geste qui en un seul coup d'œil va permettre de comprendre la relation entre ce nouveau bâtiment et l'existant. Ici, la volonté des architectes, je pense qu'on le ressent beaucoup mieux à l'intérieur en fait. Donc on arrive par cette galerie souterraine, on est tout en bas vraiment, peu de lumière. Et on emprunte l'ascenseur et on peut s'amuser en fait à monter jusqu'en haut comme une ascension, cette ascension là, et on arrive tout en haut au dernier étage de la Inuit avec cette grande verrière qui donne vue sur le Mont-Royal.
finalement, dans le geste qui a été réalisé par les architectes, on peut penser au clocher ou à cette relation verticale qu'on peut avoir dans les lieux de culte aussi. Donc voilà, toutes ces architectures essaient d'avoir ce volet technique et ce volet un peu poétique. Là, sur la maison, le carré d'art de Nîmes, on sent quand même la relation, alors qu'on est dans quelque chose de très différent en termes d'architecture. Voilà. Sur le pavillon ici précisément, donc un des éléments remarquables, c'est la façade. Donc j'ai dit tout à l'heure, on réutilise le marbre pour créer une relation qui est esthétique. On a une cohérence dans le quartier, mais aussi symbolique avec les autres pavillons. Et donc ce dont je vous parlais tout à l'heure pour le marbre, c'est le traitement qui est différent. Là, on est vraiment dans un marbre qui est devenu, je vous invite vraiment à toucher. Le marbre ici est très lisse, c'est comme on touche un tissu, alors que si vous touchez le premier marbre, c'est très rugueux. Et voilà, on a cette évolution là. Et donc cette façade de marbre va essayer c'est un assemblage de 1500 plaques de marbre qui recouvrent les 4 côtés du pavillon et qui tente de reproduire le veinage de la plaque originale qu'on a extraite de cette même carrière du Vermont. Et vous voyez ici, sur cette partie-là, donc derrière l'arbre, vous pouvez voir ces lignes qui se continuent. Donc ça fait partie un peu de cette même alliance là, de la technique. Il y a une vraie prouesse technique dans la réalisation de cette façade, mais on essaie d'apporter un beau geste en même temps. Pour les espaces intérieurs, de l'extérieur, ils sont très peu lisibles, mais donc on a la salle de concert, donc on conserve tout ce qu'on avait mis là dès alors. On a la galerie souterraine, où là on a ces grands espaces. Donc là, dans le cadre d'une visite intérieure, c'est un lieu très intéressant. Ces espaces très dynamiques, des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les autres pavillons. Les murs ne sont pas parallèles, je parle aussi des plafonds et des lieux qui permettent d'exposer des œuvres d'une dimension aussi considérable. Avant, les musées ne permettaient pas d'exposer ce genre d'œuvres non plus. Et donc, toute cette galerie donne accès à ce déroulement vertical et chronologique de l'ensemble des collections d'art canadien et québécois, et donne accès donc au dernier étage à l'art inuit avec une vue. Donc là, sur une visite intérieure, c'est très intéressant aussi, la vue sur l'ensemble du quartier, ce quartier qui a vu naître les pavillons un à un. Donc on arrive à peu près à la fin. Juste pour clôturer, une fois qu'on est en haut, on perçoit bien chacun des pavillons. Quelqu'un me parlait tout à l'heure de la vue des toits, qui est très intéressante aussi. Et donc on comprend, comme je le disais tout à l'heure, les grandes étapes de l'architecture du XXe siècle en termes d'architecture muséale. On a donc le premier musée monument qui fait bloc, le deuxième musée qu'on a plutôt appelé la machine à exposer. Ensuite, avec l'architecture postmoderne dans les années 80, un musée plus symbolique qui va récupérer un peu tout ce vocabulaire-là. Et enfin, le quatrième pavillon de 2011 qui relève le défi de l'intégration parfaite à un édifice patrimonial. Et pour la suite de l'histoire, tout le monde le sait, pour le 375e anniversaire de Montréal, il y a le 5e pavillon qui est prévu, donc sur la rue Bishop. Là, en fait, on peut déjà commencer, il n'est pas encore construit, mais on peut déjà commencer à y réfléchir, parce qu'on a les images, on a les plans aussi. Ce musée semble plutôt s'inscrire dans une tendance aussi qui est mondiale, des musées qu'on pourrait appeler les musées forums, où là, au niveau de la rue, on a une vraie transparence au rez-de-chaussée entre l'intérieur et l'extérieur. Dans certains musées, on a même le sol extérieur qui se prolonge à l'intérieur. Et l'objectif, c'est de créer un réel espace de vie, ou un espace qui ne sera pas dédié seulement aux expositions, mais des espaces pour l'éducation, et il y en aura, des lieux de vie et un vrai musée au cœur de la société. Enfin, en tout cas, c'est l'ambition de ce musée, qu'aura ce nouveau pavillon. Ce sera essentiellement une structure de verre et d'acier. Il n'y a pas de récupération. Principalement. Alors, au niveau des matériaux, c'est très intéressant au niveau des matériaux. Et du coup, je vais finir par cette anecdote-là. À l'origine, les frères Maxwell, pour la construction du premier pavillon, ne souhaitaient pas utiliser du marbre. C'était un peu complexe, c'était cher.
Il y a eu un long trajet pour amener le marbre jusqu'ici. Enfin, beaucoup de livres en parlent. À l'origine, ils avaient prévu d'utiliser la pierre grise, qui était dite de Montréal. Et donc le 5e pavillon se propose de réemployer cette pierre grise, en quelque sorte pour boucler la boucle de ce qui n'a pas pu être réalisé en 1912. Voilà. Je vais peut-être m'avancer un peu. Le marbre était très cher. Je crois que c'est les responsables en fait, de l'Art Association qui ont insisté. Il fallait un lieu de prestige. Et d'ailleurs, on a revu même les plans, on a réduit le nombre d'ornementations pour mettre du marbre. Voilà. Donc voilà un peu pour cette longue histoire qui va sûrement continuer. Merci à vous pour votre attention.